Bonjour, bienvenue dans la série sur la théorie des groupes. Alors, né de l'étude des groupes de permutation des racines d'équations, des équations algébriques, la théorie des groupes finis s'est développée indépendamment depuis le traité des substitutions et des équations algébriques en 1870 de Camille Jordan. Après les travaux importants de Burnside, de Frobenius et de leurs élèves, vers le commencement du XXe siècle, cette théorie a connu une période de développement assez lent, faute de méthodes pour résoudre les nombreux problèmes qui avaient été posés par ces pionniers. Les efforts de mathématiciens comme Hall et Brunner pendant cette période ont engendré les nouvelles méthodes qui, après 1955, ont amené une intense activité dans ce domaine. Des progrès énormes ont été accomplis, particulièrement dans la théorie des groupes simples et la théorie des relations entre un groupe et ses sous-groupes. Depuis, la collaboration de nombreuses équipes, des équipes de mathématiciens, a permis d'achever entièrement la classification complète des groupes finis dits semi-simples, ce qui en fait clôture, à peu de choses près, la classification complète des groupes finis, et avec même la découverte de certaines surprises, en plus des séries de groupes classiques comme les groupes cycliques, etc., dont on va parler, on a découvert aussi des groupes dits exceptionnels, dont le plus gros de tous, démontré comme étant le plus gros, est même appelé le monstre, tellement il est énorme. Ce sommet des mathématiques présente un volume absolument considérable. C'était un énorme, gigantesque bouquin. Et il est toujours en cours de vérification. Bien qu'on ne s'attend pas à de grosses surprises dans cette vérification. Historiquement, la théorie des groupes finis commença avec l'étude des groupes symétriques et de leurs sous-groupes. Le groupe de permutation, les groupes de permutation. Donc, considérons un ensemble E, un ensemble fini, formé de n éléments. E1, E2, jusqu'à En, avec n supérieur ou égal à 1. Une permutation pi des éléments E1, En ou encore on parle d'une permutation sur E est une application x vers pi de x de E dans E, tel que chaque élément y de E soit l'image y égale pi x, donc pour tout y appartenant à E, y est égal à pi de x pour un unique élément x. En somme, la permutation est une bijection. L'application pi-1 qui envoie y sur l'élément x tel que y égale pi de x est alors aussi une permutation. L'inverse d'une bijection est une bijection. C'est aussi une permutation sur E qui s'appelle l'inverse de pi. Le produit pi-ρ de deux permutations, pi et ρ, qui appartiennent à l'ensemble des permutations sur E, est la permutation de E1 jusqu'à En, qui est définie par pi-ρ de x est égal à pi de ρ de x. Donc en somme, on effectue la permutation ρ, puis on effectue la permutation pi sur le résultat.
Avec ces définitions de l'inversion et de la multiplication des permutations, l'ensemble des permutations sur E forme un groupe fini, sigma E. Donc attention, le groupe, c'est pas l'ensemble E et ses éléments. Le groupe, ce sont les permutations, qui est aussi appelé groupe symétrique de E. Son élément neutre est la permutation identité 1 égale 1E. On note 1 ou 1E si on doit distinguer l'ensemble de base. Permutation des éléments X qui appartiennent à E1, En évidemment, tel que 1E de X égale X. Le groupe symétrique sigma E est déterminé à un isomorphisme près par le nombre n des éléments de l'ensemble E. On effectue des permutations de pommes de terre, des permutations de tasses de café, des permutations de chaises. S'il y a 6 pommes de terre, 6 tasses de café ou 6 chaises, c'est toujours les mêmes permutations. On l'appelle donc le groupe symétrique sigma n, sans spécifier en général l'ensemble E sur lequel elle agit. Ce qui compte, ce sont les permutations en soi. L'ordre de sigma n, c'est-à-dire le nombre d'éléments du groupe, c'est-à-dire le nombre de permutations, est n factoriel, c'est-à-dire 1 fois 2 fois jusqu'à n-1 fois n. On peut représenter une permutation pi de E1, En graphiquement par un tableau, un graphique, qui est formé des éléments E1 jusqu'à En et de flèches. Chaque flèche joint à des éléments X, qui est E1, En, a son image Y égale pi de X. Par exemple, si pi est la permutation des éléments ABCD, qui est définie par pi de A égale C, pi de B égale A, pi de C égale D, et pi de D égale B. On a alors le tableau A, C, B, D avec les flèches. Une permutation comme celle-ci, dont le tableau a la forme d'une seule boucle, s'appelle une permutation cyclique. Notons que la permutation inverse, c'est la même avec les flèches dans l'autre sens, tout simplement. Elle se note en donnant les éléments dans leur ordre cyclique. Pi égale ACDB. CDB, l'ordre de la boucle. Dans cette écriture, on peut bien sûr commencer avec n'importe quel élément. Et on peut écrire ainsi pi sous des formes équivalentes. On peut écrire CDBA ou encore DBAC ou encore enfin BACD. Toute permutation sur E s'écrit comme un produit de permutation cyclique sur certains sous-ensembles de E.
Ainsi, la permutation des éléments 1, 2 jusqu'à 6, qui est définie par pi1 égale 5, pi2 égale 6, pardon, pi3 égale 3, pi4 égale 2, pi5 égale 1 et pi6 égale 4, a pour tableau 1, 5, 2, 6, 4, 3, avec les flèches, un premier cycle, un deuxième cycle, et 3 qui forment un cycle à lui tout seul. Il est évident que l'ensemble 1, 2 jusqu'à 6 se décompose en une réunion disjointe dans E de sous-ensembles 1, 5, 2, 6, 4 et 3. Sur lesquels, ce différents sous-ensembles, sur lesquels pi opère comme les permutations cycliques. 1, 5, 2, 6, 4 et 3. Ces permutations cycliques sont les cycles de pi. La longueur d'un cycle de pi est le nombre d'éléments dans le sous-ensemble correspondant, donc pi a des cycles ici de longueur 2, 3 et 1. On écrit pi comme le produit dans n'importe quel ordre de ces cycles. Par exemple, pi égale 1, 5, 2, 6, 4 et 3. Ou bien 6, 4, 2, 3, 1, 5, etc., etc., etc. Voilà, et nous continuerons l'étude des permutations dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.